Bonsoir, c'était hier Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, qui évoquait une grève d'avertissement massive à la SNCF. Aujourd'hui, les intermittents du spectacle ont poursuivi, ont étendu leur mouvement à la province. Demain, rebelote, nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Et puis toujours à Paris, eh bien, le mouvement Nuit debout, place de la République à Paris. Alors, quel avenir pour tous ces mouvements à l'approche du 1er mai? Est-ce là aussi l'heure de la convergence? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Vous allez comprendre ce qui se passe entre tous ces mouvements, ces intermittents, les syndicats, le mouvement Nuit debout. Tout à l'heure, d'ici 40 minutes, à 20h, autre dossier ouvert par les décodeurs de l'écho, les Jeux Olympiques. Oui, dans 100 jours pile, le 5 août. Mais au fait, est-ce que Rio de Janeiro sera prêt justement dans un contexte politique, économique, sanitaire, particulier donc actuellement au Brésil? On verra ça. Pour démarrer évidemment nos décodeurs de l'écho sur le terrain. Voici Pascal Perry est avec nous. Pascal Perry à la tête de son cabinet de conseil PNC et qui vous propose d'ici quelques jours son dernier opus, l'écologie contre la démocratie. Vous êtes allé voir, eh bien, tous ces territoires occupés, je vous cite, Pascal Perry, ces zadistes, à Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Roibon, enquête sur le zadisme, ces gens qui apparemment détestent le marché, le progrès, l'innovation, vous nous direz tout à l'heure, oui, à propos notamment du mouvement Nuit debout. Avec nous également Philippe Vivien, c'est le directeur général d'Adixio, cabinet de conseil en ressources humaines, c'est d'ailleurs l'ancien DRH d'Areva, Bernard Vivier, le patron de l'Institut supérieur du travail, et puis Jérôme Sainte-Marie, le sondeur, un président de Pollingvox à la tête de son institut de sondage et d'opinion. Alors, tiens, prenons l'exemple des intermittents, puisque je vous en parlais, un accord doit être trouvé cette semaine sur le régime assurance chômage des intermittents, qui ont investi aujourd'hui 5 théâtres en région. Au reportage Jean-Baptiste Huet. Depuis le début de la semaine, les intermittents du spectacle se rappellent à notre bon souvenir. Finalement, comme à chaque négociation sur l'assurance chômage. Les manifestants semblent particulièrement motivés puisque de nombreux théâtres en France sont occupés. À Paris, des manifestants ont investi la Comédie Française et le théâtre de l'Odéon. Des représentations ont d'ailleurs été annulées. Cet après-midi, les deux théâtres étaient toujours occupés, banderoles bien en évidence, manifestants sur les balcons, mais l'ambiance était beaucoup plus calme que les jours précédents. Alors d'où vient cette colère? Depuis 2 ans, la loi laisse aux employeurs et aux salariés du monde culturel le soin de négocier leur régime particulier, mais avec un budget fixé lors de négociations. Or, cette année, le MEDEF, avec la CFDT, la CGC et la CFTC, réclame 185 millions d'euros d'économies sur 2 ans. Une situation inacceptable pour les intermittents. Samuel Churin est le porte-parole de la coordination des intermittents. Le MEDEF, comme d'habitude, a fait une lettre de cadrage provocante parce que c'est lui qui est chargé de fixer le budget. Il a fait une lettre de cadrage provocante à 185 millions d'euros, ce qui n'est absolument pas tenable, et à l'horizon 2020 à 400 millions d'euros par an d'économie. La nouvelle ministre de la Culture a une particularité unique. On ne l'entend pas. Qu'en pense justement la nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay? Je crois que c'est un moment historique, parce que pour la première fois, ce sont les partenaires sociaux du secteur du spectacle qui ont la main, qui peuvent négocier un accord qui soit pérenne, durable pour le secteur. Des mobilisations qui prennent chaque jour davantage de corps. Après le mouvement Nuit debout, les grèves à la SNCF, voilà les intermittents qui s'invitent dans la danse. Samuel Churin. On a appelé évidemment à se rassembler place de la République parce que c'est quand même hallucinant de s'attaquer au CDI d'un côté par la loi El Khomri, au CDD de l'autre par l'assurance chômage. En ce moment même, une nouvelle assemblée générale a lieu au théâtre de l'Odéon. D'ailleurs, des représentations sont encore annulées ce soir. Les intermittents et les organisations patronales ont jusqu'à demain pour tenter de trouver un accord. Voilà, reportage signé Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. On entendait Samuel Churin, le porte-parole des intermittents, de la coordination des intermittents, finalement faire le lien avec Nuit debout, voulant rejoindre Nuit debout. Qu'est-ce que traduisent tous ces mouvements intermittents, Nuit debout, les grèves demain contre la loi travail, hier les cheminots qui étaient plutôt mobilisés? Nous voyons effectivement aujourd'hui différentes manifestations
avec des préoccupations spécifiques à chaque secteur. Ne faisons pas le lien entre toutes ces manifestations et ces actions. Ne faisons pas d'amalgame. Et si nous voyons quelqu'un tenter cet amalgame, bien sûr, c'est parce que ça conforte une démarche spécifique. Ça révèle bien évidemment un affaiblissement des organisations syndicales traditionnelles, ça exprime évidemment également d'autres formes de protestation sociale, on pense notamment à Nuit debout, mais on ne peut pas agréger tous ces mouvements pour dire ça y est, c'est le préparatif de mai 68. Il n'y a pas de point commun, à votre avis, Jérôme Sainte-Marie, Pascal Perry, comme le dit. Il y en a sans doute. Bon, il y en a sans doute. C'est la transition. On a quand même affaire à des catégories sociales et professionnelles qui sont exposées au changement du monde. Les intermittents, c'est la digitalisation de leur métier, c'est de nouvelles technologies qui changent les usages, qui changent la façon de travailler. La CGT et les syndicats à la SNCF, c'est le tournant du décret socle, c'est-à-dire la redéfinition de la convention collective du ferroviaire. Ce que veulent en réalité les cheminots de la SNCF, c'est qu'on exporte en dehors de l'entreprise leurs conditions de travail, notamment dans toutes les entreprises, les nouveaux entrants du secteur du transport ferroviaire notamment, parce qu'ils n'aiment pas la concurrence. Donc c'est des gens qui sont exposés aux risques économiques et qui le manifestent de façon parfois brutale parce que c'est la seule façon d'être entendu. Jérôme Sainte-Marie, c'est quoi le profil des participants? Est-ce qu'il y a un portrait robot, j'allais dire, commun à tous ces mouvements dont on parle là depuis quelques jours et spécialement aujourd'hui? Non, je crois qu'il y a quand même deux grandes catégories de mouvements. Il y a les mouvements assez massifs quand même, en tout cas, même si c'est plutôt décevant pour les organisateurs par rapport à des mobilisations précédentes qui sont les mouvements contre la loi El Khomri ou bien les mouvements chez les cheminots. Là, on est sur des gens en activité pour la plupart, beaucoup issus des entreprises du secteur public et qui sont encadrés syndicalement. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même à chaque fois des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Et puis, on a ces autres mouvements. Donc les ZAD, effectivement, je laisserai Perry en parler. Ah oui, mais nous parler d'écologie, de l'écologie contre la démocratie. Voilà, mais également ce qui se passe place de la République ou ce qui se passe place de l'Odéon, eh bien là, ça concerne très très peu de monde. Pour m'y être rendu personnellement, pour constater un peu les choses, c'est vraiment quelques centaines de personnes et c'est un profil sociologique qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu aux États-Unis avec Occupy Wall Street. Vous savez, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois, quand on veut être gentil, la classe créative, et quand on veut être un peu plus sévère et peut-être plus réaliste, la petite bourgeoisie intellectuelle déclassée. Donc c'est des gens qui sont vraiment qui dépendent largement en fait, ou qui espèrent dépendre largement des subventions et de l'argent public ou d'emplois publics dans l'université, qui n'y arrivent moins compte tenu de la restriction et de la dureté des temps et de leur nombre à y postuler. Mais encore une fois, pour l'instant, ce sont des mouvements qui sont surtout spectaculaires par l'écho médiatique qu'ils rencontrent, beaucoup plus que par la mobilisation réelle qui les expose. Ils ont quelque chose dans le cerveau ou pas? Non, mais là je fais une allusion évidemment au tacle de Nicolas Sarkozy hier à Nice. Place de la République, c'est un mouvement qui pour l'instant est totalement stérile en termes de propositions, mais qui n'est pas inintéressant en lui-même. De toute façon, à chaque fois que les gens se rassemblent volontairement pour discuter entre eux, c'est toujours positif. Alors Philippe Villien, on a parlé du public, on a parlé des cheminots notamment, et dans le privé, alors comment ça se passe? Parce que pendant que tout ce beau monde s'agit devant les théâtres, dans les gares, place de la République, ça se passe comment à l'intérieur des boîtes? Tout le début de l'année était un début d'année comme tous les débuts d'année où il y a beaucoup de négociations sociales. Vous savez, vous démarrez l'année en négociant les salaires, le temps de travail et tout l'ensemble des attributs de ce qui va se passer dans l'entreprise. On n'a jamais eu autant d'accords, jamais eu autant de négociations qui se passaient globalement bien, assez peu, voire très peu, voire pratiquement pas de grève aujourd'hui. Une situation de l'emploi qui est toujours difficile dans les entreprises, il ne faut pas se tromper, il y a toujours beaucoup de plans sociaux. Et au demeurant, quels que soient, les mots d'ordre donnés par les confédérations ou les fédérations syndicales, les syndicalistes de base et les dirigeants dans l'entreprise essaient de trouver les voies de passage. Et je crois que la grande différence aujourd'hui entre ce qu'on voit, au niveau national et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que dans les entreprises, systématiquement, la recherche de ces voies de passage, elle est présente. Donc le climat social... Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Le climat politique, le climat national est anxiogène, c'est clair, mais le climat social dans les entreprises aujourd'hui est pas mauvais du tout. Les enquêtes internes dans les entreprises sont plutôt positives. Les négociations arrive à des accords ou, s'il y a des accords négatifs, n'arrivent pas, ne mobilisent pas particulièrement. Je pense que les entreprises fonctionnent et le dialogue social dans les entreprises fonctionne. Après Philippe Vivien, Bernard Vivier. Oui, et les chiffres viennent conforter l'analyse qui est faite par les sondages et les experts dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui en France 2 fois moins de conflits
qu'il y a 12 ans. Et l'essentiel des conflits, c'est dans le monde des transports. Aujourd'hui, on fait 5 fois plus grève dans les transports que dans l'ensemble de l'activité économique. Deuxième chiffre, on négocie dans les entreprises beaucoup. 35 000, 40 000 accords dans les entreprises. Et dans les entreprises, les militants syndicaux signent beaucoup dans les entreprises, pas forcément au niveau national. La CGT, 84% des accords sont signés par la CGT là où elle est présente. Donc c'est important. Alors, bien évidemment, ça c'est dû à l'amélioration du dialogue social, à la qualité, au management dans les entreprises qui s'est modernisé, à des ressources humaines qui sont plus efficaces qu'autrefois. C'est dû aussi, observons-le, au poids du chômage, à la lourdeur, à la difficulté. Le chômage dissocie les salariés, ne les rapproche pas. Et donc dans les manifestations que l'on présente aujourd'hui comme pouvant être agglomérées, amalgamées, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui rêvent d'une révolution, ils sont peu nombreux, et puis il y en a une autre catégorie qui veulent conserver. Ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des hyper-conservateurs. On pense notamment aux cheminots. Oui, Philippe Vivien. Oui, non, mais toujours dans ce sens-là. La grande différence entre la négociation sociale dans l'entreprise et toute autre négociation, voire négociation sociale au plan national, c'est quand vous êtes dans l'entreprise, une fois que vous avez négocié, que vous ayez obtenu un accord ou pas, vous allez vivre avec les négociateurs. Et ça rend responsable, ça rend tout le monde responsable. On part pas en claquant la porte en disant on se reverra plus et on se reverra dans 3 ans pour renégocier la convention UNEDIC, Pôle emploi, tout ce que vous voulez. On vit ensemble après. Et ça, je crois qu'il faut pas se tromper. Ça rend responsable de manière mais très simple et très directe. Et on peut pas faire semblant. C'est pas une négociation commerciale, il y a un vainqueur, un perdant. Là, on est dans une négociation, on est dans un dialogue social où après, il va bien falloir vivre avec. Qu'on ait signé ou pas, et ça, je crois que c'est vraiment un des éléments importants. Et cette démocratie, je dirais, sociale, de ce point de vue, elle a un grand mérite. Très juste. Jérôme Sainte-Marie, Pauline Vox. Oui, mais je crois que ça a été dit, en fait. C'est-à-dire que le phénomène majeur, quand même, de ces dernières années, c'est l'extinction, pour ainsi dire, des grèves dans le secteur privé. Et en fait, on parle des transports, mais c'est largement les transports publics, en fait. Et c'est font grève encore ceux qui peuvent faire grève. Ce qui fait que même, il y a déjà assez longtemps, en 95, on parlait de grève par procuration, précisément parce que déjà à l'époque, le chômage de masse s'est vissé et que dans le privé, les grèves revendicatives n'existent pour ainsi dire plus. Et c'est dans la mesure où, encore une fois, la population salariée est tétanisée par la crainte du chômage. C'est une des multiples raisons qui fait que les parallèles qui sont faits aujourd'hui entre ces mobilisations et mai 68 sont totalement surréalistes. Surréalistes. Alors tiens, un mot quand même sur les intermittents dont on parlait précédemment avec Jean-Baptiste Huet qui avait rencontré le porte-parole donc de la coordination des intermittents, Samuel Churin. Ces intermittents donc qui ont conduit à l'annulation de Phèdre, à l'Odéon hier et ce soir Lucrèce Borgia, la Comédie Française qui occupe 5 théâtres en province. Tiens, dans quelle catégorie vous les mettez? Des révolutionnaires, des conservateurs? Pascal Perry? Non, ils sont certainement pas révolutionnaires, je crois, comme Bernard Rivier, qui sont très conservateurs, parce qu'ils ont vécu d'un modèle qui était au fond un modèle quasi administratif. C'est quand même un monde étonnant, hein, le monde dans lequel vivent les intermittents du spectacle, la production du spectacle en France. C'est-à-dire que c'est un espèce de jeu de dupes quand même. Hein. Les grandes sociétés, y compris les sociétés de l'audiovisuel public, ont beaucoup puisé dans la ressource, dans la cagnotte qui est abondée par les employeurs. Hein, on employait un salarié pendant une quinzaine de jours, on l'encourageait dans la deuxième partie du mois à se retourner vers son régime spécial des intermittents, et ça arrangeait tout le monde, ça arrangeait la société de production, le salarié, mais au bout d'un moment, si vous voulez, ces modèles-là sont plus financés, et je comprends parfaitement que en face à face, quand il n'y a plus l'arbitrage de l'État ou d'une autorité de tutelle, quand les syndicats se retrouvent face au patron, à un moment donné, il y a les limites de l'économie, tout simplement. Jérôme Sainte-Marie, Bernard Vivier. Oui, juste une toute petite référence historique. On est sur un modèle très ancien. Maurice Druon, lorsqu'il était ministre de la Culture au début des années 70, disait qu'il n'accepterait pas de négocier avec des gens, en parlant justement des gens du spectacle, qui viendraient revendiquer, enfin le voir, avec la sébille dans une main et le cocktail Molotov de l'autre. Vous voyez, c'est un modèle très ancien. Bernard Vivier, est-ce que ça a changé vraiment en 40 ans? Non, pas vraiment. Ils ne sont pas conservateurs, les travailleurs intermittents du spectacle. Ils sont victimes. Oui. Ils sont victimes d'une mauvaise donne et d'une responsabilité forcée du monde patronal et du monde syndical à financer ce qui ne revient pas
ne leur est pas demandé en fait de financer. Dit autrement, l'assurance chômage créée en 1958 est faite pour aider les chômeurs et leur donner un revenu de substitution. Cette assurance chômage n'a jamais été faite pour financer la culture en France. Donc Mme Azoulay a raison de dire le patronat et les syndicats qui sont en train de négocier la convention. Il faut que fin juin ce soit bouclé. Donc oui, elle a raison de dire ils doivent prendre, patronat et syndicats, leurs responsabilités, mais elle-même, comme tous les ministres de la culture depuis 40 ans, doivent dire, attendez, d'accord, si on veut une culture de qualité, si on veut des intermittents du spectacle correctement payés, indemnisés, c'est un métier qui est difficile, eh bien c'est à nous, ministère de la Culture, de prendre ça en charge. Il faut que ça remonte à Bercy et à l'Élysée. Oui, mais en attendant, bien, le déficit de l'assurance chômage, il atteint 1 milliard d'euros chaque année, c'est-à-dire un quart... Pour les intermittents. Pour les intermittents, oui. 100 000 personnes à peu près, c'est un quart. C'est un quart du déficit général. Voilà. Quand on fait le compte, là on peut faire un compte très rapide, il y a 1 milliard pour les intermittents, il y a 3,5 milliards d'euros par an pour financer le régime spécial des retraites de la SNCF. Oui, on est déjà pratiquement à 5 milliards. Donc il y a quand même la question du modèle social et de son financement. Est-ce qu'on est capable de le financer? La réponse c'est non aujourd'hui, puisque ce qui n'est pas payé par les uns est nécessairement payé par les autres. Et au fond, c'est l'expression de la solidarité nationale. À un moment donné, enfin on est en 2016, il faut quand même revoir les conditions de production, c'est vrai des cheminots, parce qu'il y a la concurrence qui arrive, même si pour le moment la concurrence est strictement théorique, et aussi pour les intermittents du spectacle. Mais c'est un des rares dossiers dans lequel il y a une responsabilité conjointe des salariés et des employeurs, parce que les deux ont tiré le régime vers le fond, en réalité. Et les cheminots, justement, la grève hier particulièrement bien suivie, enfin apparemment le trafic a été perturbé. Grève des cheminots pour défendre leurs conditions de travail, donc Philippe Martinez y voyait donc un grave avertissement, une grève massive d'avertissement. Mais là aussi, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a énormément d'accords signés dans les entreprises et puis il y a les postures. Voilà. À la télévision, on vient parler de la casse du service public, du dumping social, enfin c'est des mots qu'on entend presque tous les jours, ça n'a strictement aucun sens s'agissant des transports et des transports publics. Il n'y a pas de transport privé en France, enfin il y a toujours, l'État est toujours au capital d'Air France, la SNCF, c'est une entreprise publique. Je ne connais pas d'autres transporteurs que ces deux grandes entreprises. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils veulent qu'on leur donne des garanties au moment où le marché va s'ouvrir. Ce qu'ils veulent, c'est que les autres, les nouveaux entrants, aient des conditions de production qui leur ressemblent. Mais c'est pas possible. À défaut, il n'y a pas de concurrence. La concurrence, c'est au contraire l'exaltation de la différence, y compris de la différence économique. Le système actuel, le système ferroviaire actuel, produit 1,5 milliard d'euros par an de déficit d'exploitation. Chaque année, la dette, qui est à 35 milliards d'euros, elle augmente d'1,5 milliard. Certes, elle n'est pas maastrichtienne, donc pour le moment, l'État ne regarde pas trop. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra faire des choses. Soit on ajuste la maintenance et on se retrouve, quand je dis qu'on l'ajuste, ça veut dire qu'on baisse le niveau de maintenance générale du réseau et on se retrouve avec des incidents comme Bretigny. Soit on augmente le prix des billets, mais il y a un problème d'acceptabilité économique. C'est-à-dire que les consommateurs quitteront le train pour se tourner par exemple vers l'autocar. Et j'ai beaucoup aimé l'édito d'Olivier Pastré, l'économiste de Paris 8, qui disait qui veut tuer la SNCF? Il disait l'État qui autorise d'une certaine façon les autobus, une concurrence intermodale déloyale, et aussi les syndicats qui s'accrochent à un modèle qu'il faut changer. À défaut, il n'y aura plus de SNCF dans 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la CGT se durcit quelques jours après la réélection de Philippe Martinez? C'était le congrès de Marseille la semaine dernière. Bernard Vivier, puis je poserai la question à Philippe Vivien. Là, le congrès de la CGT est très net. C'est un durcissement de la CGT. On aurait pu penser avant le congrès de la CGT que Philippe Martinez était un peu obligé de durcir le ton pour rassembler ses troupes, pour être relégitimé secrétaire général, mais on voit qu'en fait, tout au long du congrès, et j'ai eu l'occasion de le voir, tout au long du congrès, on a vu en fait que la ligne dure s'est installée à occuper tout l'espace de réflexion. Et donc tout était centré sur la loi El Khomri. Et d'autres sujets qui auraient mérité une vraie réflexion, d'autres sujets n'ont pas été abordés. Et ça c'est bien embêtant parce que ça bloque la nouvelle équipe dirigeante pour les mois et peut-être les années à venir. Philippe Vivien, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes le directeur général d'Alixio, que
n'a jamais autant signé d'accords dans les entreprises privées, que le climat social il est plutôt bon. Mais la CGT, elle signe au niveau local, hein, quand même, sauf erreur. Et vous l'avez dit les uns et les autres, c'est vraiment la grande différence entre la posture à la tribune et la réalité du terrain. Il est clair, on l'a vu les uns et les autres la semaine passée, que tout le discours et toute la façon d'être de la CGT la semaine dernière a été de cultiver sa singularité. Halte au syndicalisme rassemblé. Voilà, on voit bien aussi le jeu par rapport à la CFDT. Les deux sont aujourd'hui au coude à coude. Laquelle va devenir la première? Il faut bien se singulariser quand on n'est pas dans une stratégie d'alliance. Bon, alors à partir du moment où la CFDT a une ligne qui est assez claire en termes d'accompagnement des transformations, la singularisation, c'est d'aller sur l'angle inverse, qui est de dire non, et on se positionne ainsi, sachant qu'après, dans les entreprises, localement, les uns et les autres font ce qui leur semble bon. Bon pour la boîte en question. Jérôme Sainte-Marie, Pauline Vox. Oui, je pense qu'il y a également un autre facteur, c'est le fait qu'il y a quand même cette loi El Khomri qui, même amoindrie, dans ses fondamentaux, a quelque chose d'assez transgressif, on va dire ça, ou en tout cas d'assez provoquant pour le syndicalisme traditionnel type CGT. Et qui arrive à fédérer donc non, On entendait tout à l'heure l'intermittent Samuel Churin, on sait que demain il y a une nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que la loi El Khomri, elle continue un petit peu de fédérer, d'agréger un petit peu on le verra bien. Qui a priori n'ont pas forcément de rapport l'un avec l'autre, vous nous le disiez, mais malgré tout. Vous savez, les mouvements sociaux, il faut toujours être très prudent. Hein. C'est pas de la physique, c'est de la chimie. Il faut qu'il y ait des choses qui se... Donc c'est quelque chose de tout à fait explosif et tout à fait imprévisible. Non, mais il faut bien voir que dans ces milieux, comme le milieu de la CGT, par les contacts que je peux avoir, ils ont le sentiment d'être eux-mêmes sur la défensive. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a, via la loi El Khomri, une certaine gauche libérale et derrière le patronat est à l'offensive contre eux. Et donc ça provoque une espèce de montée aux extrêmes de part et d'autre. Et certes, il y a beaucoup d'accords qui sont négociés et signés, mais ils le sont dans une situation d'extrême faiblesse du point de vue de la CGT pour les salariés. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'au sein même de la gauche, il y a aujourd'hui une polarisation qui est assez forte. C'est vrai que pour la CGT, c'est un risque terrible d'entamer une épreuve de force dans un contexte où elle est à ce point affaiblie, où le rapport de force lui est fondamentalement, politiquement et syndicalement, très défavorable. Alors tiens, Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Demain, donc, 4e journée de mobilisation contre cette loi El Khomri, moindrie, revue et corrigée, bien entendu. 9 mars, 31 mars, 9 avril, donc demain, 28 avril, à nouveau, les lycéens, les étudiants, les salariés, alors privés et puis surtout publics, donc appelés à manifester. Qu'est-ce que ça va donner, cette mobilisation demain? Parce qu'il y avait une moindre mobilisation la dernière fois. Alors peut-être qu'on était dans un week-end de vacances, je ne sais pas, mais bon. La ligne est à peu près établie. La journée de demain sera une nouvelle journée de manifestation. Le 24 mai, le texte passe à l'Assemblée nationale. Donc ça y est, il est bouclé, il est ficelé. Le moment sensible, c'était il y a 3 semaines. Ça y est. On a vu, il y a 3 semaines, le camp syndical se structurer en 2 pôles, de forces équivalentes. CGT, FSU, Sud, et avec les étudiants de l'UNEF. Et de l'autre côté, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, et côté étudiant, la FAGE. Voilà. Cette deuxième force syndicale a dit, en gros, nous ne sommes pas opposés au principe, mais on veut tout retoucher. Et le MEDEF a dit, oh là là, vous touchez tellement par petits bouts que ça dénature mon projet. Pierre Gattaz a même dit, c'est la fin des haricots. Non, il reste encore de quoi manger dans l'assiette du MEDEF. Mais le projet, il est en route. Ça y est. Donc, d'où peuvent venir les vrais obstacles? Pas du monde syndical, peuvent venir un peu sur le plan politique des députés frondeurs, mais à 1 an des élections législatives, le Parti socialiste a quand même l'outil du mandat que l'on confie ou pas, de la reconduction ou pas. Voilà, la reconduction. Et puis une inconnue, c'est vrai, le monde des jeunes, qui ne sont pas les étudiants uniquement, mais une jeunesse qui en France ne s'insère pas, qui ne rêve pas de révolution. On met sous la catégorie jeune aussi. L'ensemble, pas uniquement les étudiants, mais avec les vrais problèmes de logement, de chômage, 2 fois plus que l'ensemble de la population française. Donc ça, c'est un vrai problème. Et avec ces mouvements de jeunesse, ces mouvements pas structurés, mais ce mouvement de la jeunesse inquiète, qui a besoin de s'intégrer et pas de faire la révolution, on ne sait jamais où ça peut aller. Un mot chacun, Pascal Perry, et Philippe. Oui, la plus mauvaise nouvelle pour les frondeurs, elle est peut-être arrivée hier soir avec les chiffres du chômage. Le chômage baisse en France. 60 000 en catégorie A, donc alors, très grosse baisse.
Oui, c'est vrai, quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y en a beaucoup qui passent d'une catégorie à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique du gouvernement, vous parliez des gauches, en France il y a une gauche libérale et réformiste, il y a une gauche étatiste et une gauche révolutionnaire. Le président de la République et son gouvernement, c'est la première famille. Ils considèrent que, et ils ont raison d'ailleurs, que les politiques de l'offre peuvent donner des résultats. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est la première étape, c'est la première marche. Beaucoup d'intérim l'an dernier, 98 000 emplois créés l'an dernier avec le CICE et le pacte de compétitivité, beaucoup d'intérim, la transformation d'une partie de cet intérim en CDD, et je pense que le troisième étage de la fusée, ce sera la création de CDI. On estime cette année que, alors c'est peut-être pas pour demain, c'est-à-dire qu'entre le moment où il y a l'annonce des statistiques et puis le moment où c'est ressenti par la population, il y a bien sûr de l'inertie. Mais cette année, on va probablement créer 200 000 emplois. C'est la démonstration pour les frondeurs que finalement, quand on donne aux entreprises, ça paye. Elles rendent. Ouais, elles rendent et ça rapporte en effet. Un mot, Philippe Vivien. Et puis on retrouvera dans un instant bien toute cette petite bande aussi de décodeurs de l'écho. On parlera des zadistes. Allez-y, Philippe. Juste un mot. Je crois que cette cristallisation sur la loi travail, je dirais, doit trouver, quoi qu'il arrive, une issue. Et ce qui est très paradoxal, c'est que cette loi travail, elle a quand même pour vocation d'augmenter le dialogue social dans les entreprises. Et de voir que les organisations syndicales, je dirais, s'opposent à finalement un élément qui peut leur donner plus de pouvoir et plus de puissance, j'avoue que ça c'est toujours compliqué. Et pour avoir aussi traité le sujet avec des syndicalistes d'autres pays il n'y a pas très longtemps, ils étaient extrêmement perplexes. Bon, on nous donne la possibilité d'y aller, on n'y va pas. Philippe Vivien, Bernard Vivier, Jérôme Sainte-Marie et Pascal Perry, auteur de L'écologie contre la démocratie. On reviendra sur le mouvement Nuit debout, justement, avec un focus particulier sur tous ces zadistes, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Roibon. Enquête signée Pascal Perry. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho, et d'ailleurs rendez-vous dans un quart d'heure avec un focus sur Rio de Janeiro. Dans 100 jours, le coup d'envoi donc au stade Maracana, donc eh bien des Jeux Olympiques d'été. Dans un contexte particulier, on ne sait même pas là au moment où on se parle d'ailleurs qui va dire eh bien je déclare ouvert les Jeux Olympiques d'été 2016 de Rio. Madame Rousseff, son vice-président, celui qui essaie de la faire tomber, on verra ça. Contexte très tendu, pas que politique, économique, sanitaire également. Allez, contexte tendu également du côté de tous ces mouvements dans la rue, les intermittents, les cheminots qui étaient en grève hier, demain, nouvelle journée de mobilisation contre la loi El Khomri, et puis toujours évidemment ce mouvement Nuit debout qui essaie de faire des petits, toujours bien installé place de la République depuis le 31 mars donc à Paris. Tiens, justement, qu'est-ce que c'est ce mouvement Nuit debout? Pascal Perry, vous êtes avec nous. Vous êtes à la tête du cabinet de conseil PNC et vous sortez dans quelques jours L'écologie contre la démocratie. Vous avez enquêté, vous êtes allé voir sur le terrain, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Roibon, c'est dans le département de l'Isère. Enquête sur le zadisme. Ces territoires occupés, je vous cite. Est-ce que vous mettez Nuit debout dans le lot? Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Même si on trouve d'ailleurs des profils de jeunes gens, parce notamment. Que sur leur site, ils se définissent comme syndicalistes, intellectuels, zadistes, ouvriers, mal logés, étudiants précaires. C'est devenu, moi dans le livre, je dis que la ZAD, c'est devenu une marque ombrelle. C'est-à-dire que tout le monde se met sous la marque ombrelle, tous les mouvements de refus de la croissance, du marché, tous les mouvements de reflux, si vous voulez, qu'on n'entend pas dans la société, tous ceux qui ne sont pas incarnés dans la démocratie représentative qui est la nôtre. Et c'est vrai que la démocratie, elle a ses limites aussi. C'est-à-dire qu'il y a 2 grands blocs à l'Assemblée nationale, les écolos ont pratiquement disparu, donc il y a des gens qui ont un autre projet de société, ils sont opposés au marché, ils sont opposés à la croissance, ils sont plutôt décroissants. Ils détestent le marché. Oui, ils détestent le marché. L'innovation. Et donc vous trouvez dans les ZAD des gens qui sont, comme le disait tout à l'heure Jérôme, plutôt des intellectuels, c'est des jeunes gens qui ont une très belle formation, qui ont travaillé dans des entreprises, qui ont vécu une sorte de burn-out professionnel et qui se retrouvent le cul dans l'herbe, à la campagne, qui veulent un mode de vie locavore, qui
ils veulent vivre dans la proximité. Ils s'enorgueillissent du fait d'être autosuffisants, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes. Là où il y a un vrai problème, c'est que dans ces ZAD, on trouve aussi des black blocs, on trouve des anarchistes violents, on trouve des casseurs, et dans la mesure où il n'y a pas de hiérarchie, personne ne décide en réalité. C'est-à-dire que le non-violent ne va pas dissuader le violent d'aller casser, saccager le centre-ville de Nantes ou jeter des cocktails Molotov et des boulons sur les forces de l'ordre. Donc c'est un mouvement qui exprime une espèce de confusion, et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une forme de complicité des écologistes, en tout cas d'une partie d'Europe Écologie Les Verts. C'est Duflot, Beauvais, tous ceux qui ne sont pas au gouvernement, si vous voulez, tous ceux qui sont toujours dans une logique de rupture avec le marché, qui leur apportent un soutien direct ou indirect. J'explique même qu'il y a des réserves parlementaires qui financent des associations proches des zadistes. Donc c'est une espèce de galaxie. C'est intéressant de voir ce qui s'y passe, mais il faut comprendre le projet de société qu'il y a derrière. C'est quoi justement? La subrogation de l'État. Ouais. La fin de l'autorité, c'est-à-dire la fin du modèle de démocratie représentative dans lequel nous vivons. Quelle doit être la position de l'État face à ces respecter la loi sur tout le territoire. Code civil, article 1, la loi s'applique sur tout le territoire français. Article 2, elle n'a point d'effet rétroactif. Oui, voilà, justement, Jérôme Sainte-Marie, à la tête de Polling Vox, quelle est l'attitude du gouvernement face à tous ces mouvements? On a entendu tout à l'heure Madame Azoulay, qui est la ministre de la Culture, donc qui répondait aux intermittents. L'attitude donc du gouvernement face à la loi El Khomri, enfin aux manifestations anti-loi travail, Notre-Dame-des-Landes, la place de la République à Paris. Alors, je pense qu'il faut quand même distinguer tous ces mouvements. Avant de vous répondre, je crois qu'il faut, je parle sous le contrôle de Pascal Perry, mais il me semble que le phénomène des ZAD est à l'intersection de deux choses. Déjà au niveau d'une théorie et d'une population. La théorie, en fait, me semble-t-il, elle procède des écrits d'un monsieur qui s'appelait, enfin c'est un surnom bien sûr, Hakim Bey, qui avait écrit la TAZ, zone autonome transitoire, donc en 1991, et donc ce penseur qui est britannique ou je crois, ou américain, eh bien Hakim Bey était un peu la bible d'une espèce d'anarchisme néo-punk comme ça en quelque sorte, et donc il disait il faut créer des zones où justement les lois habituelles et où la force de l'État ne s'exerce pas. Oui, avec l'écho de la révolution zapatiste. Voilà. Les communes libres exactement, au Mexique notamment. Mais c'est un vieux rêve anarchiste en quelque sorte. Installer des communautés nomades, des cabanes. Voilà, c'est donc la référence, c'est en fait les républiques, si on peut dire, pirates des siècles précédents, mais tout ça est une mythologie tout à fait particulière. Mais enfin, ces gens vivent largement imprégnés de cette forme de sous-idéologie. Et par ailleurs, il y a aussi une sociologie, une population. Je crois qu'elle a été décrite dans un autre bouquin sur l'écologie par Éric Dupin, qui s'appelait Défricheurs, et qui montre que du fait de la crise, il y a pas mal de populations très précarisées qui essayent, en jouant avec les aides sociales, etc., de s'en sortir au plus près, si vous voulez, de la terre. Mais ces gens-là ne sont pas des utopistes bourgeois comme dans les années 60, mais sont au contraire des gens très très précarisés. Donc le gouvernement, il doit faire preuve de quoi? De fermeté, de bienveillance, de compréhension? C'est quoi? Ça dépend des circonstances. Il faudrait simplement rappeler, mais c'est valable dans toutes les circonstances, y compris dans le 16e arrondissement d'ailleurs, qu'il y a un truc qui s'appelle les enquêtes d'intérêt général, et derrière il y a la force de l'État qui peut s'exercer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme d'individualisme général dans toutes les catégories qui fait que, autrefois, eh bien, dans les années 60-70, il fallait construire une autoroute, on la construisait. Désormais, il faut négocier, entendre tout le monde, mais ça s'exerce en temps. Mais c'est un phénomène qui traverse toute la société. Oui, il y a eu une enquête publique, les populations ont eu l'occasion de prendre la parole, elles se sont prononcées, je pense qu'elles vont se prononcer. Pour répondre à votre question, Fabrice, il y a quand même des décisions de justice, notamment des décisions d'expropriation. Je vous rappelle qu'en France, les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Il y a 1 mois et demi ou 2 mois, un juge de l'exécution s'est présenté à la frontière de Notre-Dame-des-Landes. Il a été repoussé avec les forces de l'ordre. Bon, est-ce qu'on peut accepter ça longtemps ? Alors, il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a Roibon, Sivins, et on est quand même face à des gens qui ont des stratégies parfois violentes. Et pendant ce temps-là, Philippe Vivien, pendant qu'on tergiverse, qu'on attend, qu'on laisse ces gens dans les arbres bloqués, les policiers, les engins de travaux publics, on construit plus rien, on n'arrive plus à entreprendre comme on voudrait? Ça peut être une question, vous l'avez dit. Enfin, je veux dire, on voit bien que les grands investissements, je dirais, nécessitent des décisions fortes, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre et d'attendre encore. Je viens d'un métier qui était un métier de l'énergie. On sait que les décisions sont des décisions qui se prennent sur la très longue période. Et l'intérêt général et l'intérêt national doivent primer. Je crois qu'il faut que les choses soient dites clairement avec courage. Alors, revenons sur Nuit debout, justement, donc qui
mène son action chaque nuit depuis le 31 mars, place de la République. Bernard Vivier, c'est quoi leur revendication? Est-ce que tout ça est bien uni? Parce qu'au départ, c'est contre la loi El Khomri, très bien, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que se sont agrégés d'autres mouvements. On entendait tout à l'heure Samuel Churin, donc le porte-parole des intermittents, disant on va rejoindre la place de la République, on va rejoindre Nuit debout. Il y a différents courants, ils veulent des choses différentes. Ça vient d'où? Expliquez-nous. Mais il y a deux choses dans ce phénomène. Il y a d'abord les méthodes d'action, qui sont des méthodes utilisant beaucoup le réseau. C'est sur une culture commune, des démarches extrêmement diverses, variées, et qui sont des méthodes de contournement ou de négation du pouvoir et non pas de prise du pouvoir. C'est ce qui différencie fondamentalement ces mouvements-là. Et puis, Jérôme Sanne-Marie l'a bien dit avec toute cette rétrospective historique, il y a cette addition de courants très divers, allant des utopistes. Il y avait les phalanstères de Fourier qui eux-mêmes, à leur manière, au milieu du 19e siècle, envisageaient de créer une cité radieuse. Bon. Les pionniers de Rockdale. Les pionniers de Rockdale. C'est quoi les pionniers de Rockdale? Une communauté fondée sur la proximité. C'était une communauté anglaise de gens qui visaient à l'autosuffisance en matière de production. Oui, les pacifistes. Moi, j'ai connu beaucoup à Millau, ma ville natale, sur le Larzac, Lanza del Vasto, le pays où habite présentement José Bové, bon. Et puis, des méthodes beaucoup plus dures, violentes. C'est un peu le mélange de Ravachol et de Lanza del Vasto. Il y a de tout. Voilà. Jérôme Sanne-Marie. Puisqu'on est sur le BFM Business, on va parler un tout petit peu d'économie. Il y a un économiste, malgré tout, dans ce milieu-là. Et cet économiste, c'est Frédéric Lordon. Je ne suis pas sûr que ce qu'il raconte soit très représentatif de la sensibilité qui vient d'être évoquée, précisément, sur place de la République. Alors, que dit-il? Et Frédéric Lordon, qui est un économiste radical, qui est, lui, favorable à la sortie de l'euro, qui allie une forme de tradition marxiste avec une tradition souverainiste, et celui-ci, dans ses ouvrages récents, qui ont un certain écho, s'exprime avant tout sur l'économie, et puis on ne peut pas dire que le type soit particulièrement anti-autoritaire, c'est pas tout à fait sa sensibilité. Donc, et lui, son grand espoir, quand il prend la parole à la Bourse du Travail, tout cela, c'est une des seules têtes en réalité bien connues de ce mouvement-là, c'est que la fusion se fasse avec le mouvement social, le mouvement, ce qu'on appelait autrefois le mouvement ouvrier. Et donc, il espérait beaucoup à la jonction avec la loi El Khomri, pour l'instant ça ne se fait pas. Il espère aujourd'hui sur les prochaines manifestations, mais aussi sur le 1er mai, pour essayer de donner une direction à un mouvement qui pour l'instant se préoccupe essentiellement des procédures de vote, ce qui est assez surprenant. Oui, comme ça je l'ai intitulé, intermittents, Nuit debout, syndicats, est-ce là aussi l'heure de la convergence? On parle beaucoup de convergence dans un autre domaine de l'actualité. C'est un joli titre, ça nous a ramené dans les années 70. Bon. Ouvriers, paysans, étudiants, tous ensemble. Il n'y a pas de convergence. Oui, alors, justement, vous pensez là, chacun, que tous ces mouvements vont s'entendre, mouvements hétéroclites quelque part, se joindre? On est à quelques jours du 1er mai, ce sera dimanche. Bernard Vivier. Alors, sur les trois thème de votre... J'en ai pris 3 parce que voilà... Intermittents et syndicats, oui, bien sûr, c'est lié. Bien sûr. Intermittents du spectacle, CGT. Syndicats et Nuit debout, absolument pas. Vous savez, au congrès de la CGT, dans le rapport d'activité comme à la tribune, il n'y a pas eu un quart d'heure sur ces mouvements-là, sur les liaisons. Et même le rapport d'activité ou le document d'orientation de la CGT est pauvre en analyse et en proposition pour faire converger les luttes. Donc le 1er mai, il sera un grand 1er mai classique, ou plus exactement un petit 1er mai, comme l'an dernier, qui était un 1er mai de fin de siècle, en quelque sorte, et on ne va pas aller très loin. La convergence ne va pas s'installer. Oui, Pascal. Non, j'ai exactement le même avis. On voit bien qu'il y a des poussées de fièvre dans la société. Une fois encore, je crois qu'il faut avoir une compréhension économique de ce qui se passe. Il y a des secteurs confrontés à des changements radicaux. Soit parce que l'Europe l'exige, c'est le cas notamment du transport ferroviaire, soit parce que les modèles sociaux ou économiques ne sont plus financés, qu'il faut trouver des solutions alternatives. Dans toutes les entreprises, on trouve, la boîte à outils sociale, elle existe. Là, on est face à des phénomènes dans lesquels il y a des incarnations souvent assez spectaculaires. Frédéric Lordon en fait partie, mais il y en a quelques autres. J'ai passé une soirée place de la République, j'ai entendu des mots que je n'avais pas entendus depuis 20 ans, le prolétariat, enfin des choses comme ça. Ouais, qu'il y a quand
quand même une jeunesse qui est extrêmement politisée. C'est un peu désuet, mais ce mouvement n'a aucune chance de rejoindre tous les autres. Et les autres, d'ailleurs, ceux qu'on évoquait, intermittents comme cheminots, trouveront probablement, à mon avis, un compromis pour aboutir à un modèle soluble dans la modernité. Philippe Vivien. On a parlé de beaucoup de choses. Je crois qu'on vit un vrai émiettement. On le voit côté syndical, on le voit côté politique, on le voit côté de ces jeunes, et tout en étant très prudent. Je crois que cet émiettement ne favorise pas la cristallisation. Je crois que ça, c'est un élément assez simple à constater. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut être toujours très prudent, parce que tout peut évoluer de manière assez atypique. Nuit debout comme le reste, c'est quoi? C'est des nouvelles formes, un nouveau type de mouvement en France, Jérôme Sainte-Marie? Oui, relativement. Quoique, encore une fois, les ZAD, on a parlé effectivement du Larzac, on pourrait penser pour l'énergie à Plogoff il y a très longtemps, tout cela. Donc, c'est pas aussi nouveau que ça. Non, je crois quand même que là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas, dans la jeunesse universitaire, un mouvement qui soit pas uniquement contre une telle ou telle réforme, mais là, effectivement, il y a une forme de réflexion idéologique. Alors, je crois que ça aura une paternité, parce que tous ces mouvements de ce genre ont une postérité, comme dans notre registre tout radicalement. La Manif pour tous aussi on le voit bien, aura des descendants. Mais le rassemblement, la convergence des luttes me paraît très difficile en ce moment précis, tout simplement parce qu'il n'y a pas convergence des intérêts. Mais bien sûr, et on voit bien que certains, notamment dans le privé, les salariés, y compris les plus modestes, ont l'impression de payer pour les intermittents du spectacle ou pour les cheminots. C'est pas ça qui fait converger les luttes. Postérité, je ne sais pas, est-ce que l'agression contre Alain Finkielkraut il y a une dizaine de jours, est-ce que tout ce qui s'est passé tout autour, des voitures brûlées, des agressions, une agression très relative. Une agression très relative. Oui, toute personne qui a déjà participé à une manifestation trouve ça sincèrement très gentil. Il a été insulté et poussé vers la sortie, mais peu importe. Donc ça a été très très médiatisé, bien entendu. Bernard Vivier. Oui, non, ça a été une interpellation verbale un peu dure, des échanges de noms d'oiseaux, point final. Les commerces saccagés, les banques caillassées, les voitures brûlées. Ça c'est autre chose. Ça sont les éléments durs, ça sont les éléments que les organisateurs eux-mêmes ne souhaitent pas voir dans les places de la République. Ça, ce sont des bandes organisées qui veulent casser de la banque, de la vitrine, de belles chaussures ou de belles montres. Ça dure combien de temps encore ce mouvement? Ça tient malgré une météo défavorable. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Les vacances mettront un terme à ce mouvement. Oui, les vacances, ça y est, c'est... Les vacances de cet été, peut-être les examens aussi. Mais si vous y allez, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, n'a pas de valeur statistique, mais 50% de la population, ce sont des jeunes gens qui viennent manifestement de l'extérieur de Paris. Il y a effectivement une petite partie d'étudiants. Il y a une petite partie de bobos, qui sont là, en effet, avec une logique de refus de la bourgeoisie. Enfin, le mouvement, d'ailleurs, à travers la petite couronne aussi. Oui, quand on est fils de bourgeois, soit on devient bourgeois, soit on est en rupture avec le modèle, c'est connu. Mais il y a pas c'est pas un profil extrêmement cohérent, tout ça. Il y a beaucoup de confusion dans ce mouvement. Il y a des gens qui viennent pour chanter, pour danser, pour se rencontrer, pour écouter des discours. Les discours sont très différents les uns des autres. C'est pas un congrès politique, il n'y a pas d'unité idéologique, si vous voulez. Bon, merci Pascal Perry. L'écologie contre la démocratie, ça sort dans quelques jours, la semaine prochaine. Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Roibon, enquête sur le zadisme, un peu sur tous ces territoires occupés dont vous parlez, donc ces gens qui détestent le marché, le progrès, l'innovation. Merci Pascal Perry. Avec nous également Philippe Vivien à la tête d'Alixio, son cabinet de conseil en ressources humaines. C'est l'ancien DRH d'Areva. Avec nous également Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail, puis Jérôme Sainte-Marie, fondateur de son institut sondage et d'opinion Pollingvox. C'est fini donc pour ces décodeurs de l'écho. Restez avec nous, on continue dans un instant avec Rio de Janeiro, les Jeux Olympiques dans 100 jours pile, le 5 août 2016, coup d'envoi au stade Maracana, dans un contexte particulier. Tiens, est-ce que Rio est prêt à 100 jours de l'échéance? On ouvre le dossier avec les décodeurs de l'écho dans un instant. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.